la data. Je vais commencer en vous montrant quelques cas d'un point de vue insight, avant que Vincent vous montre des cas plus créa liés au contenu. Et puis on finira avec une magnifique dose d'inspiration grâce à Abdel. Donc sur la partie insight, comme le disait tout à l'heure Antoine, Twitter c'est le pouls de la planète. Donc dès qu'il se passe quelque chose, que ce soit Thomas Pesquet qui part dans l'espace, que ce soit Brad et Angelina qui se séparent, que ce soit donc des choses vraiment importantes dans le monde, il se passe plein de choses. Quand c'est l'élection aux États-Unis, évidemment, ça a commencé pendant les élections et j'ai envie de dire ça ne s'est pas arrêté depuis. Des volumes de tweets très très massifs qui sont distribués sur la plateforme et cette data elle est complète. On génère tous plus ou moins 500 millions de tweets par jour. On est à plus de 500 milliards de tweets depuis que Twitter a été créé. Et tous ces tweets, tous ces messages, c'est autant de signaux qu'on peut exploiter et dont on peut faire quelque chose. Alors un tweet c'est 140 caractères, derrière 140 caractères voilà à peu près à quoi ça ressemble. Ça c'est pour chacun des tweets, donc vous imaginez les 500 milliards, un peu ce que ça peut représenter. C'est beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'informations dans un tweet, il n'y a que 140 caractères mais il y a beaucoup d'informations. Il y a des informations qui sont liées à ce qui fait l'unicité de la plateforme, à savoir le côté live, le côté public, le côté conversationnel. Et ça nous permet de faire pas mal de choses. Je sais que la data, justement pour reparler des élections, elle a été pas mal critiquée dernièrement avec les élections en disant voilà, preuve que finalement il y a beaucoup de fantasmes autour de la data, mais tous les instituts de sondage se sont plantés, etc. etc. Ce qui est une version assez fausse en fait, parce que justement les équipes de Trump ont su exploiter la data et en ont fait quelque chose de très efficace. C'est ce qui notamment leur a permis de gagner. Et c'est une très belle en fait, illustration de ce que c'est que la data. La data, c'est énormément de choses. Et effectivement, si on ne sait pas l'exploiter, ça ne sert absolument à rien. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment on peut l'exploiter. Donc je ne sais pas si dans la salle, il y a, comme moi, des gens qui, quand ils étaient plus jeunes, ou peut-être c'est toujours le cas d'ailleurs, fans de comics. Mais si c'est le cas, sûr et certain, vous vous êtes posé la question, au moins un jour, genre, si je devais avoir un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait quoi ? Est-ce que ce serait l'invisibilité ? Est-ce que ce serait d'être super fort, etc. Ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tous un pouvoir, on a tous un super pouvoir, et ce super pouvoir, c'est le tweet. Parce que le tweet, il a que 140 caractères, mais il permet de faire beaucoup de choses. Je vais vous montrer comment. Notamment, le tweet nous permet tous, et tous nos tweets permettent d'avoir certains pouvoirs de divination et de prédiction. Je vais vous montrer quelques exemples. Le premier exemple, c'est donc TED. TED, c'est pas un petit ourson lubrique, non plus une conférence dans ce cas-là, c'est le Twitter Earthquake Detection. Donc les instituts de sismologie américains ont mis en place tout un protocole depuis quelques années qui leur permet en fait de détecter en quasi temps réel grâce à Twitter les premières secousses et pouvoir mettre en place derrière des alertes. Ils se sont rendus compte que dans la plupart des cas, c'était plus rapide que leur sismographe et du coup ils ont mis en place tout un système pour le faire. Alors vous allez me dire c'est les États-Unis, mais sauf que Cocorico en Hexagone on sait également le faire. Donc on est le 28 avril 2016, il est 8h46 du matin, je suis à La Rochelle et la terre tremble. À 8h47, il y a les premiers tweets qui signalent ce tremblement. À 8h50, il y a suffisamment de tweets pour savoir à peu près quelle est la zone qui est touchée. Alors rassurez-vous, ça a été un léger tremblement, hein. Tout s'est bien passé, mais néanmoins, voilà, très rapidement, en l'espace de 3 minutes, on avait réussi à déterminer grâce à Twitter quelle était la zone qui était touchée. Il a fallu attendre 9h08 pour que les systèmes officiels puissent lancer une notification concernant justement ce tremblement de terre dans l'ouest de la France. Donc on voit la rapidité, en fait, c'est plus la vitesse de la lumière, c'est la vitesse du tweet quand on parle d'information. Plus loin, du coup, une fois que le tremblement de terre s'est passé, Twitter et la data Twitter permet également de s'organiser. Donc à Boulder, dans le Colorado, quand il y a eu des inondations il y a quelques années de ça, ils ont utilisé en fait tous les signaux Twitter pour pouvoir en fait organiser leurs moyens de réponse. C'est également ce qui se passe beaucoup en Indonésie où il y a beaucoup d'inondations. Et du coup, ça leur permet de voir, ils ne peuvent pas être partout en gros, et il faut arriver à déterminer en gros où il va falloir aller reconstruire des choses rapidement, aller amener des denrées, aller amener des médicaments, ce genre de choses. Et du coup, ils utilisent la data Twitter pour savoir comment opérer.
Alors toujours plus loin, ce cas-là est absolument à la fois fascinant et flippant. Donc vous avez tous vu Minority Report. Minority Report existe grâce à Twitter et à la data Twitter également. Donc c'est notamment l'université de Virginie qui travaille sur ces sujets-là et qui travaille avec le bureau du comté du shérif de Floride. Mais il y a aussi des cas qui sont en train d'être mis en place du côté de Londres. Et la chose est assez simple, ils utilisent, enfin assez simple. En fait, non, pas du tout. C'est assez complexe. Ils modélisent en fait l'ensemble des tweets et ils arrivent à déterminer la probabilité qu'un crime puisse se passer sur une zone. Alors c'est pas aussi simple justement que d'avoir le tweet d'un certain Dexter Morgan qui va vous dire je vais aller trucider un tel à tel endroit. Là ce serait évidemment beaucoup trop simple. Là c'est des modèles assez complexes et en fonction du type de profil, des types de comptes, les lieux où c'est tweeté et le type de sémantique qui est utilisé, ils vont estimer qu'il y a X% de chances effectivement qu'un délit ou un crime soit commis. Donc ils envoient des patrouilles sur place, ce qui a l'avantage soit d'être là en prévention, soit d'être déjà sur place pour pouvoir intervenir s'il se passe quelque chose. Cinéma, alors ça c'est sûrement quelque chose que vous savez déjà. L'industrie du cinéma se reposant sur le bouche à oreille, très naturellement, Twitter joue un rôle assez majeur là-dedans. Donc pareil, aux États-Unis, ils ont créé des modèles probabilistes de prédiction qui permettent de savoir, en regardant les tweets des utilisateurs, le degré de succès possible d'un film avant qu'il sorte. Ce modèle est plus efficace que les anciens modèles. Et pour boucler la boucle, alors ils utilisent également, j'ai vu ça assez récemment, il y a Legendary Pictures également qui utilisent nos tweets pour affiner leur casting pour leur prochain film également. Donc il y a une vraie exploitation là aussi de la data Twitter. Et c'est pas surprenant sur l'industrie du cinéma quand on sait que par exemple des études ont montré qu'en Angleterre, 18,2% pour être exact, des ventes de tickets de cinéma sont directement liées à Twitter sur le UK. Finance toujours. Cette fois-ci, Twitter est utilisé pour sa rapidité justement à pouvoir circuler et identifier l'information au niveau de la bourse. Donc ça fait pas mal d'années que ça existe. Il y a notamment une boîte qui s'appelle Dataminer qui est devenue très spécialiste là-dedans, qui est très forte et qui finalement arrive à être même encore plus forte que nous sur la détection de trending topics. On a des trending topics qui sont assez généraux, eux arrivent à le segmenter sur des sujets et des zones très très précises. Ce qui fait que ça leur permet d'envoyer une information à leurs abonnés pour leur dire en gros il faut acheter ou vendre parce qu'il est en train de se passer telle chose. Ils ont en moyenne 3 minutes d'avance par rapport à des médias plus traditionnels ou à leur système d'information d'avant, et 3 minutes en bourse ça représente énormément d'argent. Un cas très concret, ils ont réussi à déterminer une fois qu'il y avait une usine de composants électroniques qui était en train de prendre feu en Asie. Comme ils sont couplés sur différentes bases, ils savaient également que cette usine, les composants électroniques étaient pour une grande marque de téléphone. Donc probablement que le nouvel appareil qui devait sortir prochainement, la sortie allait être décalée, que du coup l'action risquait de plonger. Ils ont pu prévenir du coup leurs abonnés. Et ils sont tellement bons que du coup CNN a décidé d'équiper leur newsroom avec ces systèmes-là. Donc vous êtes quelques-uns à être équipés également, effectivement. C'est chez vous. Ça, c'est chez Fred et Farid. Il y en a, j'imagine que la plupart d'entre vous maintenant est équipés également. Certains l'appellent control room, d'autres newsroom, war room, etc., etc. Mais en tout cas, à suivre toute cette data sur Twitter en temps réel afin de prévenir des crises, de pouvoir les identifier ou afin également de pouvoir trouver des opportunités de communication. Un exemple. En termes de R&D sur l'utilisation de ces data pour une marque. Barbara just bought a bike. She wrote a tweet about it. You can't learn much from that. But take data from millions of tweets, combine that with your company's supply chain and sales data, apply IBM analytics and expertise, and all of a sudden you can learn which bikes to build, what to make them from, where to sell them. Because Barbara and the world just told you how to build a better bike. There's a new way to work, and it's made with IBM. Donc on a peut-être comme certains de vos partenaires également
une collaboration assez étroite avec IBM et avec leur super ordinateur Watson. On a également quelques partenariats avec le MIT notamment, et on travaille beaucoup sur cette partie data. Donc en l'occurrence là, c'est vrai que cette data, c'est un panel en temps réel qui est absolument gigantesque. Ça ne se substitue pas à des moyens d'études qui ont également évidemment toutes leurs vertus, mais ça permet quand même de faire pas mal de choses. Le cas de celui-ci est un cas donc, qui nous est arrivé aux États-Unis, donc peut-être certains le connaissent déjà. En fait, on a des gens qui sont venus nous voir à San Francisco en nous disant bah voilà, on est des fabricants nous sommes fabricants de friteuses industrielles et votre data nous intéresse. Et assez naïvement, notre première réaction a été de dire en fait, on n'est pas certain que les gens s'expriment énormément sur les friteuses industrielles. Ils se sont dit oui, mais détrompez-vous, le truc c'est qu'en revanche, les gens s'expriment énormément sur ce qu'ils mangent sur Twitter, et notamment, il y a un signal qui est très intéressant pour nous, qui est quand ils utilisent le terme soggy. Alors soggy, en gros, c'est quand les frites sont molles, là, vous savez. Et ben ça, c'est un signe qui est très intéressant pour nous, parce que ça vient en fait d'un dysfonctionnement de la friteuse industrielle. Ça veut dire qu'elle est soit en fin de vie, soit qu'il faut changer quelques éléments. Sachant qu'une friteuse industrielle, ça coûte 20 000 $, il y a un vrai business derrière. Et c'est assez intéressant de voir que si les friteuses industrielles peuvent l'utiliser, on peut se dire qu'a priori tout le monde peut utiliser cette data et en faire quelque chose d'un point de vue business. Et le dernier cas que je voulais vous présenter, que j'ai intitulé Reset, concerne Unilever et leur marque Ben & Jerry. Donc ils ont travaillé avec IBM et avec Watson, justement, avec le supercomputer Watson, pour traiter la data. Et en fait, ce qu'ils ont analysé leur a permis de complètement faire un shift sur la façon dont ils appréhendaient leur marché. C'est assez spectaculaire. En fait, ils étaient toujours sur une base que pour leur glace, on était sur de l'achat d'impulsion. Et puis que c'était vraiment lié aussi au fait qu'il faisait beau. Et puis, bon, bref, ils avaient pas mal comme ça, depuis des années et des années en héritage, une perception de ce qu'était leur marché et du coup, d'ailleurs, ce que ça voulait dire en termes de création et également en termes de media planning. En utilisant de façon assez poussée la data Twitter, ils se sont rendus compte que finalement c'était peut-être un peu plus complexe que ça. Ils se sont rendus compte que notamment, c'était pas forcément de l'impulsion, mais que ça pouvait être prémédité. Ils se sont rendus compte que du coup c'était pas forcément quand il faisait beau, mais c'est aussi parfois quand il pleuvait, parce que finalement les gens se disaient qu'ils allaient acheter de la glace dès le jeudi pour pouvoir passer un week-end cocooning tranquille à la maison en allant acheter ces glaces-là. Et du coup, d'un coup, ils se sont dit, ok, donc c'est prémédité. D'un coup, on va aussi communiquer le jeudi et pas uniquement le dimanche. Et puis, on va être beaucoup plus dans de la construction de la marque et pas simplement faire sur des activations en point de vente. Donc voilà un exemple parmi d'autres. Il y en a encore beaucoup des exemples, mais on voulait juste vous donner un petit exemple de comment on pouvait, marque ou pas marque, exploiter cette data. Et ça va de sauver des vies à faire acheter des glaces. Ce qui est quand même pas mal pour 140 caractères. On va maintenant passer du coup sur la partie contenu et voir justement tout ce que cette data permet également de faire.